la discorde. L'appareillage de l'escadre, prévu le 10 au matin, est reporté jour après jour à cause des vents défavorables. L'escale à Minorque va se prolonger jusqu'au 17 juillet. L'inactivité liée à cette longue attente est propice aux intrigues. On s'observe, on s'épie, on se jauge, on critique. Les racontars circulent. On les écoute et s'amplifie. Les attaques se multiplient. Le moindre incident est cause de querelle. L'antagonisme traditionnel entre la marine et la guette réveille de vieilles rancœurs. L'opposition jusqu'alors latente entre Beaufort et Gadagne se révèle maintenant au grand jour et l'amiral ne fait rien pour ménager la susceptibilité du général. Pélisson explique cette rivalité uniquement par la dissemblance des caractères et la divergence des intérêts des deux protagonistes. Pélisson, qui a eu accès aux courriers même les plus confidentiels de Louis XIV, ne peut ignorer que les ordres secrets donnés par le souverain aux principaux responsables de l'expédition ont largement participé à l'instauration de ce climat de suspicion et à la détérioration des relations entre les chefs. Mais sa position officielle ne permet pas à l'histographe du roi d'en faire état. Aussi Pélisson se contente-t-il de rappeler ce que opposent Beaufort et Gadagne. D'abord leur naissance, ensuite leur passé. Gadagne au service du roi, Beaufort de la Fronde. Enfin leurs relations. Le duc avec les grands de la cour et le ministère de la Marine et du Commerce, Gadagne avec les officiers combattants et le ministère de l'Armée. Pélisson note également la méfiance de Beaufort à l'égard de Vivonne, ce jeune protégé du roi, qu'il pense, non sans raison, animé de grandes ambitions. J'ai vu dans les lettres du duc, écrites de sa propre main à ses confidents, révèle l'historien, que Vivonne ne lui était pas moins suspect qu'en pensant dès lors aux plus grands établissements de la mer. Et c'était un rival bien plus redoutable qu'un autre, d'une grande qualité, nourri en fond d'honneur auprès du roi, avec beaucoup d'espérance de sa faveur. À propos du général qui seconde Gadagne, Pélisson écrit: La guillotière, personne de mérite, eût été content de servir maréchal de camp, s'il n'eût vu Gadagne au-dessus de lui, qu'il ne croyait pas lui devoir être préféré. Effectivement, la guillotière, bien qu'officier de l'armée de terre, va spontanément se ranger dans le camp du duc. Maintenant, on peut véritablement parler de camp. Pélisson révèle en effet que Beaufort s'est entouré d'un conseil secret, auquel participent Clairville et quelques personnes de qualité qui avaient suivi le duc par amitié et qui, aspirant à posséder seule sa confiance, ne s'appliquaient pas à faire cesser ses défiances et ses soupçons. Ces mauvaises dispositions, poursuit Pélisson, augmentèrent durant le séjour qu'on fit à Minorque. Les cabales, auparavant cachées ou déguisées, commencèrent à paraître ouvertement. Et on eût dit que de cette petite armée, il s'en faisait deux, où non seulement les personnes de marque, mais jusqu'au moindre s'enrôlaient de l'envie, les uns pour le duc, les autres pour le parti qu'on regardait comme lui étant opposé. Vivonne, normalement contraint à la neutralité par sa mission secrète, est cependant vite perçu comme un partisan de Gadagne, donc adversaire de Beaufort et de Clairville. Les marins dans l'ensemble restent neutres, malgré la solidarité du corps qui aurait naturellement dû les orienter vers le camp de l'amiral. Dans son mémoire sur Gigery, rédigé en 1665, Gadagne donnera au roi des preuves de la cabale montée contre lui. Deux officiers qui sont personnes de qualité et de mérite, que je nommerai à votre majesté quand il lui plaira de me l'ordonner, me dirent qu'au port de Mahon, les sieurs de la Boulaye et de la Marque les avaient sollicités de prendre parti contre moi, qu'ils leur avaient voulu persuader que je ne me proposais que l'abaissement des officiers, qu'ils m'avaient dépeint comme un homme ambitieux, bouffi d'un peu de réputation que j'avais acquise en Flandre, fort amoureux de ma gloire et jaloux de celle des autres. Qu'à cette peinture, ils avaient ajouté que j'usurpais l'autorité de M. de Beaufort, dont il les avait conjurés d'épouser les intérêts.
comme si les intérêts de monsieur de Beaufort eussent dû être différents des miens, et que le service de votre majesté n'eût pas dû être notre unique but et notre seul intérêt. À cette tentative si scabreuse, ces deux officiers répondirent qu'ils ne connaissaient de parti que celui de votre majesté. Je les priai de demeurer dans ces sentiments et de croire que c'était celui de monsieur de Beaufort et le mien. C'est ainsi que je connus tout ensemble la faction et ses auteurs. En faisant allusion à ce témoignage, l'historien Manchicourt le qualifie un peu rapidement de racontard fait au crédule Gadagne. Ce qualificatif de crédule convient mal à cet homme d'expérience, et on peut difficilement concevoir qu'en rédigeant son mémoire pour défendre son honneur et sa tête, Gadagne ait osé impliquer à la légère, comme témoin deux officiers de ses amis, dont il se dit prêt à dévoiler les noms au roi. Pour témoigner de sa modération, Gadagne ajoutera: comme je jugeais qu'il était important pour le service que ces commencements de division ne fissent aucun éclat parmi les troupes, je me résolus de dissimuler pendant tout le voyage le chagrin que j'avais du procédé de ces messieurs. Je crus qu'il était de mon devoir d'étouffer les ressentiments qui pouvaient aider à faire éclore les factions. Malgré cette retenue qui devait vraisemblablement ramener à leurs devoirs les plus mal intentionnés, mes ennemis continuèrent toujours de nourrir la discorde entre M. de Beaufort et moi. Ils empoisonnèrent jusqu'au moindre de mes paroles. Leur animosité prit le masque du zèle et ils se proposèrent de travailler sans cesse à tout ce qu'ils jugeraient pouvoir contribuer au dessein qu'ils avaient de me détruire, comme à l'affaire qui leur importait le plus. Le 17 juillet, l'escadre appareille enfin de Port-Mahon, mais avec 2 mois et demi de retard sur le calendrier établi par Beaufort lui-même. Un an plus tôt, à son retour de campagne sur les côtes d'Afrique, l'amiral avait en effet recommandé au roi de mettre les galères à la mer au commencement de mai, afin de disposer de suffisamment de temps avant les tempêtes d'équinoxe. Au cours de ces 10 jours d'escale forcée, Beaufort n'a adressé qu'une seule lettre à Colbert, lettre qu'il a presque totalement consacrée à des questions de protocole. Le duc a été fort contrarié d'apprendre que de Terne, à son arrivée à Port-Mahon, a pris l'initiative malheureuse d'aller le premier saluer le gouverneur de Minorque. Louis XIV, qui veut imposer à l'Europe l'image d'un roi brillant et redoutable et donner à tous les étrangers, aux cours, aux chancelleries, au peuple, la mesure du règne, est très pointilleux sur le protocole. Pour un simple refus de présence à l'un de ses représentants, il a chassé de France l'ambassadeur d'Espagne et a exigé des excuses de son roi, excuses en souvenir desquelles on a frappé une médaille. Dans ce même souci d'affirmer la prédominance française sur terre comme sur mer, Louis XIV a imposé au roi d'Angleterre l'obligation à tous ses navires marchands et de guerre de saluer en premier les vaisseaux de France. Aussi Beaufort, craignant que l'impair commis par de Terne ne mécontente le souverain, promet-il à Colbert que cela n'arrivera plus parce que je lui ai donné à de Terne un ordre par écrit. Beaufort s'inquiète aussi de la volonté exprimée par le général des galères de Malte d'avoir au sein du Conseil de guerre une place préférable à celle des lieutenants généraux français. Cela ne se fera pas sans peine, ayant affaire à beaucoup de gens qu'il faut essayer de contenter, constate le duc. Manifestement préoccupé surtout par les questions de préséance, Beaufort ne fait aucune allusion à la dégradation des relations dans son état-major. Certes, il n'a plus d'aplomb, comme dans ses précédents courriers, de continuer à se louer de la bonne intelligence et de l'union qui règne entre ses officiers, mais il se permet toutefois d'affirmer encore que tout le monde ici est fort bien intentionné. L'écho de ces dissensions parvient pourtant à Toulon. La Guette en fait part à Colbert. Il a déjà paru, lui écrit-il, que Dan Discorde a voulu se mêler parmi nos chefs, mais, se voulant rassurant, il ajoute: leur prudence et le désir de plaire et de faire quelque chose qui soit agréable à Sa Majesté ont dissipé les nuages que cette malicieuse avait voulu mettre dans les esprits. Le roi lui-même est mis au courant de la situation par un rapport d'un de ses informateurs.
Il écrit aussitôt à Vivonne. Vivonne, vous trouverez ci-joint un mémoire qu'on m'a donné pour véritable. Mais comme les choses qu'il contient méritent qu'on s'en éclaircisse avec plus de certitude, je m'adresse à vous à cet effet. Examinez-le bien, et ensuite, mondez-moi vos sentiments dans la pure vérité, sans rien déguiser, ni rien omettre de ce qui se pourra servir à me la faire mieux connaître. Je me fie en vous, et c'est tout dire. Gardez le secret de votre côté, comme il le sera de celui-ci. À Toulon, Laguette fait ses comptes. Il constate qu'on a largement dépassé les budgets alloués par Colbert. Il en alerte le ministre et se plaint des dépenses inconsidérées faites par Beaufort, qui pourtant disait tous les jours qu'il ne fallait rien au vaisseau et qu'ils étaient tout prêts à repartir. Bien qu'il connaisse le peu de penchant de Colbert à mettre la main au gousset, Laguette se voit dans l'obligation de lui demander une rallonge budgétaire. De surcroît, il lui va falloir payer les 2000 mousquets, 3000 bandoulières et plus de 1000 piques de hallebarde que l'on a dû commander, lorsque, le mois dernier, les généraux ont constaté l'état déplorable des armes dont disposaient leurs troupes. Malgré ces difficultés financières, Laguette est soulagé. L'escadre en relativement bon état et le corps expéditionnaire composé des meilleures troupes du royaume sont partis au complet. Personne ne doute de la victoire des armes de France. Gigerie conquise et fortifiée, un port bien protégé construit pour abriter l'hiver une dizaine de vaisseaux et autant de galères, la France pourra enfin maîtriser les pirates d'Alger, imposer l'hégémonie de sa marine en Méditerranée et peut-être rêver d'un établissement permanent en Afrique. Aussi Laguette est-il heureux, dans un dernier courrier envoyé à Beaufort avant son départ de Minorque, de lui annoncer que la cour pense déjà à un grand armement pour l'année prochaine et à passer 10 000 hommes en Barbarie, le roi étant résolu de ne point cesser de faire la guerre aux barbares, qu'il n'ait rendu tous les esclaves chrétiens, principalement les Français. Bougie. Le 17 juillet, la petite brise qui a permis l'appareillage retombe. La flotte reste encore une longue journée en panne en vue des Baléares. Mais le soir, le vent du nord se lève enfin. Les regards se tournent au sud, vers les côtes de Barbarie, où chacun aspire à acquérir la gloire. Les 200 gentilshommes volontaires, nouveaux croisés, peuvent enfin rêver de s'illustrer dans d'héroïques combats contre les infidèles. On cingle vers Bougie. Le 19 juillet, à la tombée de la nuit, la flotte atterrit sur les côtes algériennes à la hauteur de la Grande Kabylie, là où se dressent les monts du Durdura. Les crêtes dentelées du massif que dominent les 2300 mètres de l'Ella Kretidja se détachent sur un ciel bleu profond où scintillent les premières étoiles. Le nord-est a fraîchi. Pour gagner Bougie, à quelques 40 nautiques à l'est, les galères naviguent à la rame, à l'abri, au plus près de la côte, tandis qu'au large, les vaisseaux louvoient pour remonter au vent. Lundi 20 juillet au matin, l'escadre française double les hautes falaises rocheuses du Cap Carbon qui ferment à l'ouest le golfe de Bougie. Sur la droite, les fortifications et les maisons blanches de la ville s'étagent contre les pentes du Guaraya. À l'avant, les sommets du Babor et du Tabador se reflètent dans les eaux de la baie. Quelques flammes jaillissent des deux forts qui défendent la ville, l'un sur les hauteurs, l'autre au bord de la mer. Les 3 ou 4 volets de canons qui accueillent les navires français soulèvent quelques gerbes d'eau sans faire aucun mal. Longtemps, l'écho des détonations roule sur les montagnes qui surplombent la ville. Les vaisseaux du roi de France ne daignent pas répondre et tranquillement, comme à la parade, manœuvrent pour mouiller au milieu de la rade. Beaufort, Galdiane, Vivonne, Clairville, Gadane et la Guillotière embarquent sur la galère amirale de Malte pour aller reconnaître la place de plus près. La capitane s'approche lentement du port. Dans la plaine à l'est, quelques milliers de fantassins et cavaliers berbères s'affairent sur le rivage, prêts à repousser une attaque des chrétiens. En revanche, aucune activité sur les remparts de la cité. En ville, tout semble calme. Pris de panique, quelques habitants s'échappent. Les batteries des forts demeurent silencieuses. La troupe semble avoir déserté. Quelques jours plus tard, on apprendra effectivement par un prisonnier mallorquin échappé de Bougie
que la garnison turque, récemment décimée par la peste, était réduite à une trentaine d'hommes qui s'étaient retirés à la vue de l'armée avec tant de désordre et de précipitation qu'ils avaient oublié leur drapeau qu'un Turc retourne acquérir en diligence. À son retour à bord de la Royale, Beaufort réunit son conseil. Gadagne fait observer que la rade de Bougie est mieux abritée que celle de Gigri et que son vaste port et ses fortifications sont immédiatement utilisables. Ces deux forts, armés de 32 pièces de canon, paraissent en bon état et, selon toute apparence, ont été abandonnés par leur garnison. Le général propose de s'emparer de la place. Il affirme pouvoir la forcer en 8 heures. De Terne et le chevalier Paul soutiennent la proposition de Gadagne. Marins tous deux, ils ont de sérieux doutes sur la qualité du mouillage de Gigri. Beaufort, peu enclin à souscrire aux propositions de son général, se montre a priori réticent. Gadagne insiste. Il signale que tous les marins et pilotes qui connaissent bien les côtes d'Afrique doutent que Gigri soit un poste tel qu'on l'avait représenté au roi. Il fait observer que la prise de Bougie permettrait en revanche de se rendre maître de l'embouchure de la Sommam, rivière par laquelle ceux d'Alger sont obligés de faire venir tous les bois et les autres matériaux qui servent à construire leurs navires et leurs galères, qu'elle ouvrirait l'Afrique à la France et lui assurerait le commerce de la Méditerranée. Bougie, affirme ensuite Gadagne, est facile à prendre, mais encore plus facile à garder, car déjà défendu par de forts, il ne resterait plus que quelques dehors et un bon fossé à faire. Cela demanderait au plus 10 à 12 jours d'ouvrage. Il conclut d'un solide argument. En se rendant maître à la fois des deux postes de Bougie et de Gigri, on serait en état de juger lequel vaudrait mieux au dessein de Sa Majesté. Cette proposition, Beaufort l'a défendue, pratiquement mot pour mot, quelques jours plus tôt, dans la lettre qu'il a de Minorque adressée à Colbert. Le voilà prêt à se rallier à l'avis de Gadagne, mais prudent, il veut des garanties. Le général confirmerait-il par écrit son engagement de forcer la place en 8 heures? Gadagne rétorque. Je ferai plus encore. J'en répondrai de ma tête. En face d'une telle détermination, et couvert par le serment public de Gadagne, le duc s'apprête à ordonner l'assaut de Bougie. Mais Clerville intervient. Le chevalier s'élève vigoureusement contre ce projet. Il prétend que le roi lui a personnellement défendu de souffrir qu'on prenne le charge et qu'on s'attacha à tout autre dessein qu'à celui de Gigri. Clerville est effectivement le dernier à avoir rencontré le souverain. Aussi se présente-t-il comme son porte-parole officiel. Puis, s'exprimant en tant que spécialiste et responsable des fortifications, il assure que, contrairement aux assertions de Gadagne, la place de Bougie, dominée par les montagnes, serait particulièrement difficile à défendre. Tout ennemi venu de terre peut la bombarder et s'en rendre facilement maître. Les Espagnols puis les Turcs, rappelle-t-il, en ont fait la preuve au siècle précédent. En réalité, au-delà de ces arguments politiques et techniques, les motivations de Clerville sont tout autres. Voulant avant tout valoriser le rôle que le roi lui a confié dans cette expédition, il cherche à faire preuve d'autorité. Craignant de voir Gadagne prendre de l'ascendant sur Beaufort, il s'oppose systématiquement à toutes ses suggestions. En présentant habilement son refus de revenir sur le choix de Gigri comme l'expression d'une décision royale, Clerville sait qu'il sera suivi par Beaufort qui, depuis son retour en grâce, jamais plus ne va contre la volonté de Louis XIV et qui, inspirateur du choix de Gigri, n'osera pas se déjuger publiquement. Clerville l'emporte. Beaufort renonce peut-être à contre-cœur à la prise de Bougie. Il donne l'ordre d'appareiller et de faire route sur Gigri. Ce différend marque le début d'une rivalité ouverte entre Gadagne et le chevalier de Clerville, qui se range résolument sous la bannière du duc de Beaufort. Du dénouement de cette affaire, Gadagne va concevoir du regret, mais surtout une rancœur qui lui fera déclarer plus tard au roi: Votre Majesté, sire, observera s'il lui plaît que cette occasion si belle et si heureuse a été manquée par la seule affectation que l'on a eue de me contredire. Toutes les fautes qui se sont faites depuis dans le service ont procédé du même principe.
À la tombée de la nuit, ce 21 juillet 1664, les cavaliers et les fantassins berbères, rassemblés sur les plages, à l'embouchure de la Soumam, observent l'appareillage de l'escadre française qui a mis le cap à l'est vers Gigri. Quelques jours plus tard, la Gazette de France, sans prendre le soin de vérifier la valeur de ces informations et cédant à l'appétit du scoop, annonce et décrit la prise de Bougie par les Français. Nous avons appris que notre armée navale, sous le commandement du duc de Beaufort, s'étant montrée devant Bougie, où il y a 3 tours, on avait emporté 2, et qu'elle attaquait l'autre, qui était la plus forte et dans laquelle les ennemis s'étaient retirés. Quelques lettres ajoutent que les barbares, descendus des montagnes en nombre extraordinaire pour obliger les nôtres à la retraite, ce prince avait fait battre de telle force que plusieurs furent tués et le reste prit la fuite, le laissant maître de la dite place.